Toute cette semaine, c'est Elodie, la chef du caveau à Bruley, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, donc elle est partie sur une petite tartelette échalote boudin noir. Avec un peu de beurre, on va ajouter une petite huile vierge de colza. D'accord. Produite en plus par chez nous, en bio. Et on commence avec les échalotes. Donc que tu as émincé grossièrement. Oui, l'idée c'est de garder de la mâche. Ah oui, parce ok. que sinon on va avoir quelque chose de très puré. C'est pas ce qu'on cherche à obtenir. Bon, elle est bien beurrée. Hop, je vais rajouter une petite pointe de sucre. D'accord. Pour la compoter, mais légère, parce qu'on va avoir la sucrosité des raisins. Tu peux les ajouter. Ouais, tu me dis. Je mets tout Non, peut-être pas tout. Je remets progressivement, puis tu me dis. Exactement. En entier. Ouais. C'est quoi comme variété de raisins? Alors, ceux-ci, ce sont des raisins de table que j'ai la chance d'avoir plantés dans notre verger, le verger du restaurant, à côté des pinots noirs. Super. L'idée, c'est d'avoir des raisins de table et puis de pouvoir les récolter un petit peu après les raisins qui sont plus petits, les pinots noirs étant plus petits. Ceux-là, je les garde un petit peu pour après et puis pour pouvoir les cuisiner. D'accord, ok. Là, moi, je vais accentuer avec une petite bande de pinot noir. On est sur le domaine des Béliers en Moselle. Puis on va laisser réduire et compoter maintenant. D'accord. Et pendant ce temps, on va s'occuper de notre boudin. Du coup, Valentine... Ça, c'est des petits fonds de tarte. Oui, on est parti... Pâte brisée. On est parti sur une pâte sablée. Ah, sablée, d'accord. Pour avoir une petite sucrosité. Ok. Et du coup, donc là, on va prélever la chair du boudin. Hop, pour la mettre en base. J'essaye d'avoir quelque chose d'assez gourmand, mais qui nous laisse l'opportunité de garnir par le dessus ce qu'on a fait avec notre échalote. Alors, ne me laisse pas faire, parce que moi c'est le genre de choses, en général, quand on me laisse faire, en général, je suis très très généreuse et après, on n'a plus de place pour mettre la suite. Non, l'idée, c'est effectivement d'avoir quand même une consonance au niveau de la garniture. Et ce que j'ai voulu, voilà, comme je te dis, c'était garder les échalotes un peu grossièrement. Et puis ton raisin aussi en entier, on voit bien les deux. Donc sachant que ça, c'est après avoir laissé compoter. Voilà. Toi, tu en avais préparé d'avance, on a utilisé celui-ci. D'ailleurs, on le laisse compoter combien de temps? Alors, ça dépend de ce qu'on va vouloir obtenir, parce que plus on va y aller sur le compoté, plus la caramélisation va apporter la sucrosité. Là, je suis partie sur une dizaine de minutes. Ah, d'accord, ok. Oui, donc c'est relativement... Voilà, et j'ai gardé donc le jus extrait des raisins. J'ai pas mixé. Oui, t'as vraiment laissé comme ça. Pour qu'on voit bien quelque chose de très... Oui, puis c'est joli pour le coup. Terroir, puisque je voulais rendre hommage au terroir. D'accord, je débarrasse ça et ça, comme ça on enfourne. Exactement. Tiens. Hop. Donc là, on enfourne dans un four à combien, pendant combien de temps? On réchauffe à 140 degrés. Ouais. On est parti sur 5 minutes max. Oui, parce qu'en fait, tout est cuit. Il n'y a plus qu'à réchauffer, c'est tout. Exactement. Okay. Eh ben, super. Et voilà ce que ça donne après le petit coup au four. Pour le dressage final, du coup, je suis partie sur une petite poudre que je vais te faire découvrir. C'est une poudre de raisin. Ah d'accord, ok. Que j'ai fait toaster au four, donc en partant sur 180 degrés pour arriver à quelque chose qui soit torréfié. Donc les raisins en entier. Tu les laisses comme ça? Ouais, je les laisse comme ça. Combien de temps? Alors, ça dépend de la quantité de raisins, parce que l'humidité dans le four va faire que... Mais là, j'ai dû les laisser une bonne heure et demie. D'accord. Et j'ai le pulvérisé dessus un peu comme une épice, en fait. Et du coup, après, quand c'est en fait que toute l'humidité n'est plus présente dans le produit, quoi. En gros, tu as quelque chose de très sec. Oui. Tu le mixes et ça fait une poudre. Quoi. Exactement. Donc, je vais l'utiliser après comme une épice, comme beaucoup de choses que je peux proposer. Je le mets dessus? Oui, sur le petit rondin de bois. C'est tout. Merci. Eh ben, super. On va goûter. Hop. Bon, on y va, on goûte. En fait, non. Moi, j'avoue, je suis pas une grande fan du boudin. Mais je trouve que le fait de l'avoir associé comme ça avec une compotée d'échalotes et du raisin, on a ce côté effectivement un peu sucré qui ressort et qui équilibre bien l'ensemble. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui a gardé et qui a donné une autre dimension. Tu vois, il y a un équilibre qui se fait qui est vraiment sympa. Et c'est vrai que le dresser comme ça en petite tartelette, ça peut être sympa. Là, on est en amuse-bouche, mais ça peut être une idée, effectivement. Oui, à côté d'une salade, c'est ça. Tu peut peux être le faire un peu plus grande, bien sûr. Et un plat à partager, tout à fait. Non, c'est top. C'est une belle première recette. On fait quoi ensuite, Elodie?
Alors par la suite, on va partir sur un cannelloni de poireaux qui sera farci d'une brouillade d'œufs. D'accord. Et j'y rajoute une portion d'anguille fumée sur le dessus. Donc on va réaliser notre brouillade d'œufs, c'est ça? Oui, Elle tout à donc fait. tu casses tes œufs. Oui, je vais en prendre un par personne, histoire de garnir convenablement le cannelloni. Alors l'idée, c'est de ne pas avoir les coquilles quand même. Hein. Oui, c'est mieux. Donc tu assaisonnes. Un peu de sel. Hop. Et après, tu mélanges. Ouais, je vais y aller juste pour les battre. Attends, si tu veux, je te mets le lait. Volontiers, une petite touche. Tu me dis stop. Hop, on est bien. Hop. Et on va partir sur le feu avec un bon morceau de beurre. Ok. Donc, sachant que dans ta casserole, j'ai vu que tu avais déjà mis un petit peu d'huile. Hein. Ouais, et dès qu'on a un bon bain de beurre, partir du coup en le versant une seule fois. D'accord. Hop. Et donc là... moi, je travaille à la fourchette. D'accord. J'ai mis feu vif. Ouais, tu mets un feu vif. Oui. Sachant qu'en fait, cette brouillade-là, elle va aller dans le... cannelloni. D'accord. En fait, on va avoir quelque chose donc fait avec la peau du poireau, avec le poireau, un pas de pâte hein, et pour garder quelque chose de très végétal. Hop. Et en fait, donc il y aura une double cuisson, parce qu'après, on va les repasser au four ou pas? On va légèrement les passer au four. D'accord. J'avoue, vous avez mis beaucoup de matière grasse. Oui, c'est quelque chose ça. de bien gourmand. C'est ce que j'allais dire. En même temps, bon, c'est l'automne. Hein. Là, écoute, je pense qu'on est pas mal. Là. On n'est pas trop mal. Le dernier point, ça va être le haché de feuilles de bourrache que je viens mettre au dernier moment. D'accord. Donc, c'est des feuilles de bourrache que tu as hachées tout simplement. Voilà. On ne veut pas non plus les faire cuire, on veut juste les mettre au dernier moment pour parfumer notre brouillade et la laisser bien baveuse. Oui, parce qu'on va la faire réchauffer au four, donc on veut quelque chose qui reste pas sec à la fin. Hop, et c'est bon. Donc ça, c'est bon. Donc là, on fait quoi ensuite, Élodie? Du coup, moi, j'ai ressorti de ce que j'avais préparé, des verres de poireaux que j'ai fait griller. D'accord. Que j'ai fait rôtir. Et que tu as coupé grossièrement. Oui, tout à fait. Là, mon but, c'est d'utiliser mon poireau intégralement. Donc, on a les verres qu'on va mélanger avec les œufs. Avec notre brouillade à la bourrache pour ces notes iodées. Donc, sachant que là, il te les a blanchis. Alors, là, je suis partie sur quelque chose de cru. Oui. J'ai simplement taillé avec le couteau et j'ai prélevé le cœur que j'ai blanchi et que j'ai gardé ici après l'avoir portionné. D'accord. Ce sera pour la deuxième partie de la recette. D'accord. Mais là, du coup, là, il n'est absolument pas blanchi. Il va cuire finalement au four. Exactement. Ça suffira. Oui, tout à fait. Le poireau, on peut être consommé cru. Je pense au poireau perpétuel, entre autres, et toute la famille des... Oui, puis là, tu veux quand même, finalement, en rendu gustatif, finalement, que ça soit comme un vrai cannelloni. Donc, en texture, une pâte à cannelloni, elle est légèrement al dente, très légèrement, mais normalement, c'est ça, quoi. Oui, tu as tout à fait compris, exactement. On a la jonction qui va se faire. Hop. Oui, il faut juste bien le garder, le façonner, mais ça va le faire, hein. Enfin, je pense. Tout à fait. On va le couper en deux pour qu'on puisse en déguster une partie chacune. D'accord. Hop. Hop. Super. Et après, donc tu le places sur ta plaque. Vas-y, je te laisse faire. Pour ensuite le mettre au four, c'est ça? Oui, on va le mettre à réchauffer au four. L'idée, ça serait d'avoir une petite noisette de beurre, hop, sur la longueur. Et là, on va enfourner. À combien, pendant combien de temps? Oh, alors l'idée c'est de ne pas l'avoir sec. Donc je reste toujours à 140 quand j'enfourne pour le réchauffage. Et là on part sur 4-5 minutes maximum. Ok, le temps pour nous de finir la deuxième partie de la recette. Du reste. Oui. Du coup, donc pour la deuxième partie de la recette, j'ai les cœurs de poireaux que j'ai fait blanchir dans un bouillon à la sauge et qu'on va du coup griller au chalumeau. D'accord, tout simplement. Oui, tout simplement. Et l'idée c'est d'avoir un côté grillé en fait. Voilà, un côté poireau grillé. Ce qui est bien finalement dans ta recette, c'est qu'on va retrouver le poireau dans différentes versions, textures et aspects, quoi. Et goût, tout à fait. Pour finir notre poireau et avant de passer à l'assiette, j'ai fait une vinaigrette. Une vinaigrette à base de vinaigre balsamique blanc, à l'intérieur duquel je suis venue mettre donc du sel, une pointe d'hydrolat genévrier. D'accord. Pour avoir un côté poivré. Ok. C'est ce qui va nous apporter le goût poivré dedans. Et une petite huile de pépins de raisin neutre. Voilà.
Voilà. Ça marche. Donc ça, c'est bon. On va sortir notre cannelloni du four. Et puis, on n'a plus qu'à dresser. Exactement, et on passe au dressage. Donc là, on va dresser. Oui, j'ai ressorti du coup les cannelloni du four. Et ben, je te laisse je pars sur les socles. Donc ça, c'est ton cœur de poireau vinaigré. Oui. Que tu vas utiliser comme socle pour mettre le cannelloni, c'est ça? Exactement. On va prendre notre cannelloni qui a réchauffé. Là, c'est là que tu vois en fait que finalement la peau elle a cuit aussi. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est de faire une cuisson supplémentaire. Wow. Sur ça, je viens dresser donc une portion d'anguille fumée mosellane. Hein, l'idée c'est toujours d'avoir un plat en 100% locavore. Moi, ce que j'aime bien, c'est dresser ça sur la hauteur et mon mari, il adore sur le service, du coup. Ah, c'est ce que j'allais dire. Alors, nous, ça va. On va manger directement ici, donc il n'y aura pas de problématique. Mais Et donc là, tu ajoutes quoi? Là, je finis par une confiture de piment. Ah, d'accord. En 50-50, hein, piment et pois de sucre que j'ai réalisé. Ça va envoyer, là? Un petit peu, oui. Ah, d'accord. L'idée, ça va être de relever un peu tout ça, effectivement. En tout cas, c'est sympa, le contraste, forcément. Bah oui. C'est très visuel. Très visuel. Hop, et pour finir... Ah, tu rajoutes des petites fleurs de bourrache? Voilà, on va rajouter quelques fleurs de bourrache. Pour le rappel du produit qu'on a utilisé. Eh bien, super. On dresse la deuxième assiette et on goûte? Oui. Bon, on y va, on goûte. Ouais, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le détruire, je te jure. J'ose pas. Valentine, mais il va bien falloir. Alors, attends, moi, je vais le déplacer parce que je veux pas tout casser. C'est ce que je pense aussi. Ouais. C'est top. C'est très très bon. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement le côté iodé. Et c'est rigolo parce que si on ne sait pas que c'est de l'œuf à l'intérieur, en termes de texture, c'est vachement intéressant, je trouve. Le fait d'avoir mélangé le poireau, d'avoir la brouillade, c'est vraiment très très bon. Ça fait une farce réelle. Hein. Exactement, ça fait une belle farce. Et je trouve que c'est très intéressant. Enfin, c'est original, tu vois. Ça sort des sentiers battus. Alors, finalement, à l'image de ta cuisine, mais c'est vraiment très très sympa. Je voulais mettre la brouillade d'œuf un peu plus belle qu'à l'habitude parce que c'est toujours très moche. Donc là, c'est une belle alternative en tout cas pour la sublimer. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et puis le poireau, ça reste un produit du moment qui se marie très très bien avec l'anguille et la petite touche là de confiture. Le piment. Ouais, piment, c'est vraiment bien. Donc c'est une belle recette encore. On fait quoi ensuite? Eh ben, par la suite, alors du coup, on va partir sur un palais de butternut qui va venir être le socle de notre plat autour de gnocchi de potimarron et de magret de canard, entre autres. Donc, Élodie, tu as préparé une pâte à gnocchi. Exactement. Donc, tu peux me donner tes proportions, s'il te plaît? Donc, je suis partie sur 400 g de purée de potimarron que j'ai fait donc simplement couper et mis au four avec un tout petit lit d'eau dans un plat. Ok. Et une pointe d'huile sur le dessus et bien sûr du sel. J'ai laissé ça... Avec la peau? Avec la peau, oui. J'ai laissé ça jusqu'à vraiment extraire le maximum d'humidité du produit. D'accord. On va avoir quelque chose après de sec et d'utilisable pour notre pâte. Donc, les 400 g ont été mêlés avec 500 g de farine, de blé. Et on va partir ensemble donc, sur le façonnage. Alors, ce que j'aimerais, du coup, c'est qu'on travaille sur des gnocchis d'une autre façon. On va faire des petites boules rondes, tout simplement. On ne va pas les écraser à la fourchette, on va leur donner la forme de la courge. C'est vrai que du coup, après... Bon, l'idée, c'est de faire des choses un petit peu de la même taille. Elle est légèrement plus grosse. Ouais, mais c'est très léger. Oui, c'est très léger, Valentine. Là, j'ai découpé pendant que tu es dessus un peu de ficelle. Voilà, de ficelle, oui. Et on va simplement après refaire sur le dessus une petite forme de courge en l'aplatissant. Ce qui est bien dans cette recette-là, c'est qu'à faire avec les enfants, c'est hyper ludique. Je vais prendre les tiennes. Bon, les miennes, elles sont un peu plus grosses. Oui, c'est de la courge généreuse. C'est ça. Il y a des petites courges et de la plus grosse courge. Super. Bon, tu en as préparé des autres pour compléter. J'en ai déjà fait cuire. Là, on va les passer en cuisson au bouillon. Hop, mais effectivement, c'est parti. Donc là, on va passer en cuisson notre butternut. C'est ça. Et les gnocchis, on va les remettre à température. Exactement, du coup. Donc, gnocchis que tu as, on en avait préparé d'avance, que tu as déjà cuit dans l'eau. Hein. Et là, on va les remettre avec du beurre, etc. pour qu'ils soient un petit peu croustillants. Parce que c'est vrai que le gnocchi, c'est ça qui est sympa, c'est le refaire un peu poilé pour avoir le côté un peu croustillant. Oui, avoir le côté un peu croustillant. Et puis, ça va garder quand même les... Oui, cette belle forme de citrouille. Donc, tu as mis un petit peu de beurre. Oui, on va partir au
Hop. Donc tu mets une petite touche de sel. Ouais. Ah, donc là, la butternut, en fait, j'ai enlevé la partie où il y a les graines. Oui. Donc le bas. Et je l'ai mis dans du vin rouge. Ah oui, c'est pour ça qu'elle a cette couleur-là. Exactement. Et après, donc, je l'ai détaillé en différentes portions. Ok. Et donc là, finalement, là, cette phase-là, c'est simplement pour la remettre en température et puis lui donner un petit côté caramélisé, je suppose. Oui. Un peu doré. Exactement. Et alors, tu l'as trempé dans le vin rouge uniquement pour avoir ce côté très bicolore ou non? Alors, il y a la coloration que je cherchais effectivement sur le côté. Il y a aussi surtout le fait de lui donner un petit peu de goût. D'accord. Hop. Oui, il y a un double effet, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment une recette que je trouvais super sympa à faire. Et puis, comme tu dis, ça reste ludique. On peut envisager ça avec les enfants. C'est ce que j'allais dire. Le gnocchi, ça reste, je trouve, une recette et un produit. Une recette qui est hyper fédératrice. Tu vois, en famille, en général, les gnocchis... Oui, tout à fait. J'ai rajouté sur le feu, en attendant, les pleurotes que j'avais déjà simplement détaillées. Oui. Elles ont eu une petite pointe de beurre, une première cuisson. Là, ce que j'aimerais, c'est arriver à quelque chose de bien grillé avant de mettre la crème et de finir au dressage. Donc là, on ajoute la crème sur les champignons. Ouais. Voilà. C'est tout compris. Hop, j'ai vite l'arrêter. Hein. Et donc, tu ajoutes une petite poudre. Alors ça, c'est une poudre de feuilles de tilleul que je vais rajouter dessus. Vraiment, ça va être notre épice pour nos champignons. Donc, c'est parti pour le dressage. Exactement. Je suis partie donc sur la base du palais qu'on a bien fait rôtir au beurre. La coloration, elle est super jolie. À ceci. Hop. Donc ensuite, tu mets tes petites citrouilles... en gnocchi, exactement, sur le dessus. J'en ai prévu 6 par assiette. Hop. Alors là, j'ai mis à mariner dans de l'huile de noisette avec du sel, des portions de courge butternut à cru. On va apporter de la texture et quelque chose de différent avec le magret de canard qu'on a enfumé. Je viens intercaler du coup sur notre préparation une tranche de magret. Je sais que tu aimes bien ça, je vais en mettre un petit peu plus. Ok, on est pas mal. Du coup, là, on est bon. Je vais ajouter simplement donc nos champignons avec la petite poudre. Et là, on a vraiment quelque chose dans les consonances de l'hiver. Et ben, on dresse la deuxième assiette et on goûte. Bon, on y va. C'est trop beau. C'est beau parce qu'il y a du... le fait d'avoir utilisé la courge dans différents aspects, c'est très monochrome. C'est top. C'est top. Alors, non, on a beau dire n'importe quoi, mais tu sais, le gnocchi, on est vraiment dans quelque chose de réconfortant. Et autant, moi, j'avoue, j'en ai vraiment trop mangé, je pense, à la pomme de terre classique. Ouais. Ça change. C'est sympa. Tu as vraiment ce petit goût-là qui est très, très bon. Avec le magret... côté un peu chaud-froid, en plus ça fonctionne bien. Les petits champignons, on est vraiment dans une belle recette d'automne. C'est beau, c'est gourmand, franchement, et c'est fédérateur et on peut le manger avec toute la famille, là, les gamins, hop, même pour dresser, etc. C'est vraiment sympa, quoi. C'est une belle recette, Elodie. Merci beaucoup. On continue avec un dessert? Oui, on est parti sur un cheesecake à la lavande. Oui. Et en utilisant des madeleines de Liverdun. Ok. Voilà. Super. Donc, on a de la poudre de madeleine de Liverdun. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pris des madeleines de Liverdun qui allaient arriver à échéance, à date. Et je les ai passées au four à sécher et réduits en poudre. L'idée, c'est d'utiliser en fait les restes de biscuits qu'on peut avoir. Donc là, c'est de la madeleine de Liverdun à la Mirabelle pour avoir cette note de Mirabelle qu'on va accentuer avec une petite pointe d'eau de vie. D'accord. Mais on peut avoir un biscuit de Savoie, une génoise... Ou des madeleines ou un autre biscuit qui arrive à date, à échéance et on gâche pas, en fait, on réutilise pour faire un cheesecake, quoi. Voilà, sur un biscuit un peu moelleux qui va perdre son moelleux. Là, l'idée, ça va être de pouvoir utiliser ça en poudre pour la base. J'ai fait fondre donc du beurre. On est sur 250 g de beurre pour 500 g de poudre de biscuits. D'accord. Là, on va réaliser un dessert pour au moins 6-8 personnes. Là, j'ai le moule, c'est ça, voilà, en termes de quantité. Voilà. Ok. Hop. Donc je vais mélanger en y incorporant tout de suite une petite pointe d'eau de vie. Oui, pour accentuer ce côté Mirabelle. Exactement. Et là, l'eau de vie, t'as mis quoi? Alors,
J'ai mis 4 centilitres au pif, je pense. Voilà, c'est... Quelque chose comme ça par rapport à la masse aussi. Il faut quand même que ça parfume. Donc cette partie-là, c'est la première partie à faire. Et à aller bloquer au froid le temps de passer à la crème du cheesecake. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau je vois ça de en texture, voilà. c'est ce que tu cherches. On va pouvoir venir se mettre dans notre... Dans notre moule. Voilà. Tu verses tout ton appareil. Et là, l'idée, c'est d'écraser au maximum pour avoir quelque chose de très compact. Moi, j'ai avec la Maryse, tu vois, hop, je repasse un petit coup. Ouais, ah super. Mange pas de pain. Mais ça, c'est vraiment, tout le monde a ça chez soi. Ah bah oui. Ça, on a acheté un truc spécial pour dire, oh, je vais aplatir avec je ne sais pas quoi. Hop, voilà, on est pas mal. Et après, on le bloque au frais. Ok. Donc là, on va réaliser notre crème à cheesecake. Donc là, tu as mis quoi comme... Donc je suis partie là sur 500 g de fromage frais. D'accord. Tu prends lequel toi? Alors là, c'est mon petit producteur qui me l'a fait, mais on peut partir sur la marque classique du Saint-Mauré, Philadelphia et je ne sais quel autre. Mais toi, ton producteur te l'a fait et voilà, ça avec ce petit goût un peu salé, hein, c'est l'objectif. Un fromage frais légèrement salé. Exactement. À ceci, on va ajouter du coup 150 g de sucre. Oui. Et 2 cuillères à soupe de farine. Vas-y, je te laisse là. Ah, je le mets. C'est ça? C'est la quantité exacte? Ouais. Je mets tout alors? Ouais. Je commence à la spatule pour détendre un peu. Et puis après, on ira avec le fouet. Parce qu'on va incorporer aussi les œufs à l'intérieur. Hop, notre appareil va monter à la cuisson. Donc là, tu mets. Hop, du coup, j'y mets les 3 d'un coup. Oui. Je nettoie ma Maryse et je vais passer après au fouet. Hop. Et donc là. Et après, on finira avec la crème montée. Oui, donc tu as monté de la crème là, au préalable. Millilitres, oui, de crème montée. Ouais, pour apporter vraiment quelque chose de léger, un petit côté aérien, quoi. Très souple. En quantité de fromage, tu m'avais dit que tu avais mis combien? On était sur 500 g. D'accord. Et alors ça, c'est de la... Parfumée, on va travailler sur la lavande. Ouais. Du coup, c'est de la lavande du jardin du restaurant, donc en non traité, qu'on va du coup pouvoir mettre dedans. Donc, parce qu'en bouche, ça va se sentir un peu, mais ça sera intéressant. Tu verras. Ok. Mais effectivement, à la cuisson, ça ne sera pas quelque chose de dérangeant. Bah, c'est quelque chose que j'ai déjà testé. Et ce que j'aime, c'est que voilà, qu'on voit vraiment qu'on parle de la fleur, il n'y a que la fleur qui va... Oui, parce qu'en plus, visuellement, on va le voir quand on va couper. Oui. Donc là, c'est bon, on va le couler sur la base. Hein. Oui, tout à fait. Là, la base, elle a repris au frais. Oui, l'idée, c'est pas de le laisser longtemps, mais que ça reprenne un petit peu, quoi. Exactement. Hop là. Super. Et donc là, on l'enfourne. Donc 180 pendant combien de temps, là, Elodie? On va partir au moins sur un bon 40 minutes. Hein. D'accord. Donc ça, c'est parti. Ouais. Tu en as préparé un d'avance et on utilisera celui que tu as préparé. Donc là, on a fait fondre un peu de beurre. Elodie, tu mets donc tes figues que tu as coupées en 4. Ouais, les dernières figues que j'avais à disposition. Je les mets. On va les faire rôtir gentiment. L'idée n'étant pas d'ajouter de la sucrosité, mais du fruit. Donc, je ne vais pas remettre de sucre à notre dessert. Oui, je pense que... Avec les figues, j'ai... Puis ça reste un fruit qui est quand même assez sucré, la figue. Pour le goût, du coup... Donc là, tu as coupé les derniers pétales de rose de mon jardin. Oui. Ah, oui. Donc, rose et rose trémière. D'accord. Et on les met dedans. Oui. Je mets ça aussi ou ça ira? Bon, vas-y. Ok, super. Je garde les grosses pour le dressage. Ok, je garde celle-là. Voilà. Okay. Donc, tu avais préparé un cheesecake d'avance, Elodie, parce que l'idée, c'est de le cuire, mais surtout après de le laisser refroidir. Alors, j'avais réalisé au préalable une compotée de figues. Oui. Avec à l'intérieur de la pomme et du coin. Ah, d'accord, ok. Ça va être pour remplacer le coulis qui est souvent utilisé sur le cheesecake en dégustation. Moi, je voulais quelque chose d'un peu plus rond, d'un peu plus gourmand. Et du coup, je suis partie sur une purée de fruits. Voilà. J'avais réalisé des petites boules de coin confit que j'ai laissé monter en fermentation. Et on va ajouter nos belles figues rôties. Avec nos pétales. De rose. Qui vont nous donner du coup un petit contraste avec le chaud et le froid de ce dessert. Je finis avec quelques pétales de rose et de rose trémière. C'est trop beau. Eh ben super. On dresse la deuxième et on goûte. Bon, on y va. On goûte. C'est très beau. Merci. C'est vraiment bon. En fait, alors c'est rigolo parce que je trouve qu'on sent bien la mirabelle. Et le mariage mirabelle, figue, coin, en fait, c'est un mariage entre la fin de l'été
et l'automne pour le coup. Et je trouve que c'est très très bon de marier comme ça une fin de saison et une début. Et c'est très très bon. Enfin voilà, après le cheesecake, ça reste pareil. Ta cuisine, elle est très gourmande. Oui, ça c'est quelque chose qui est gourmand et que je voulais mettre en place pour ces menus-là. Non, c'est top. On fait quoi ensuite? On va terminer par un autre petit dessert, une mignardise, c'est ça? Oui, une petite douceur pour finir, des chouquettes qu'on aura farcies d'une crème pâtissière mais qu'on va faire sans lait. D'accord. Donc on va réaliser notre... Ce qui va garnir le chou, en fait, hein, c'est ça? Oui. C'est donc une crème pâtissière, tu m'as dit... qu'on va faire sans lait. Sans lait, d'accord. Oui. Donc là, tu as pris que du jaune? 4 jaunes d'œufs. D'accord, 4, ok. En fait, on va partir sur des proportions que j'utilise pour faire ma crème pâtissière classique, mais je retire le lait pour une infusion. Donc une infusion de romarin, hop, que je vais faire à chaud, parce qu'on peut la faire à froid. D'accord. Je te mets le sucre? Oui. Alors, du coup, j'ai 100 g de sucre. Hop. Allez. Donc c'est vraiment exactement les mêmes proportions. Hein. Oui. Qu'une crème pâtissière classique. Oui, que je utilise pour faire ma crème pâtissière. Là, tu blanchis la préparation. Hop, et après, on va y ajouter du coup la maïzena. Tiens. Donc, la fécule de maïs, du coup. Là, tu mets tout progressivement. Oui, progressivement, je veux bien, Valentine. Là, je suis partie sur de bonnes grosses cuillères à soupe. Un peu plus. Donc, faut qu'on ait une certaine résistance dans la base, j'ai envie de dire, de la crème. Parce que moi, c'est une crème dans laquelle je vais pas mettre de gélatine à la fin. D'accord. Je reste sur quelque chose, du coup, au maximum végétal. On a déjà les jaunes d'œufs. Et je vais pas mettre la gélatine comme certains la collent à la gélatine. Donc là, j'ai plus qu'à mettre mon infusion au romarin. Ouais. Donc juste dans de l'eau. Dans de l'eau, je suis partie sur 500 grammes, 500 millilitres. D'accord. Comme on aurait pu prendre 500 millilitres de lait. Et on va y aller petit à petit. Voilà, les temps. Tiens. Hop, tombe. Hop là. Et donc là, progressivement. Le temps. Voilà, en 3 fois. Hop là. Et donc là, tu mélanges. Avant de remettre à cuire. Donc là, on va faire comme une crème pâtissière. On la remet cette fois-ci donc dans la casserole et on va la faire chauffer pour que ça prenne en consistance, tout simplement. Exactement. On va la mettre à cuire. Alors, je le mets sur un mi-feu, pas très très chaud, mais il faut quand même que j'ai une casserole d'une certaine épaisseur pour travailler ça. Sachant que là, on l'a infusé avec du romarin, j'imagine qu'on peut l'infuser avec plein d'autres choses. Oui, on peut utiliser plein d'herbes du jardin. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, toi, tu es partie sur romarin, mais on peut infuser plein de choses dans de l'eau et partir sur ce principe-là. Et tout à fait. Donc, on peut partir sur une infusion à chaud comme on a fait, une à froid avec un peu plus de temps de préparation pour l'infusion, au moins 48 heures à froid, pour avoir quelque chose de sympa au résultat. Et là, j'ai voulu prendre le romarin pour ses notes mentholées. D'accord. Donc là, ça y est, ça commence effectivement à prendre en consistance. Donc on est bien. Donc on va la débarrasser. T'en as préparé une d'avance. Et comme ça, on va garnir nos petits choux. Donc là, c'est des chouquettes que tu as préparées en amont, pâte à choux classique, que tu as cuit. Et puis tu as mis des petites... un petit sucre en grain sur le dessus. C'est beau comme tout. Et donc on les farcit. Tu as déjà fait un petit trou dedans à la cuillère. Au dos de la cuillère, effectivement. Enfin, avec le manche de la cuillère, pardon. Et puis là, on va s'occuper de les farcir. Donc je les tiens si tu veux. Donc là, tu as mis ta préparation. Hop là. Super. Et je les mets là Je les mets directement sur l'assiette. Ça, c'est le genre de choses que tu peux proposer, toi, en fin de repas? Oui. Au restaurant? Oui, parce qu'en fait, le petit chou, la chouquette, c'est toujours quelque chose de gourmand et un petit plaisir assez facile. Et la chouquette farcie, voilà, ça donne un petit truc encore plus. Oui, et puis avec le romarin, je pense que voilà, en termes de dégustation, quand on va goûter, tu as l'effet un peu surprise. Voilà. Ça va changer de la crème pâtissière avec l'alcool, parce que chez nous, c'est beaucoup celle avec l'eau de vie de Mirabelle qui est faite. Là, on va partir sur le côté vraiment jardin. Bon, on va goûter ça. Tac. C'est exactement ce que tu disais. Le romarin, je trouve, apporte un côté très frais.
en règle générale, les choux, on les farcit surtout avec des préparations un peu vanille, chocolat, etc., qui ont tendance un petit peu à alourdir. Ouais, là, pas du tout. Et je trouve que finir un repas comme ça, franchement, c'est parfait. Et c'est top. Sans lait, tu trouves que c'est manquant ou pas? Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, à aucun moment... Ça laisse quelque chose de plus léger à la dégustation. Exactement. Et tout à fait. Ça apporte une légèreté. Et en fin de repas, mais même le dessert, c'est un moment où tu te fais plaisir, mais des fois, tu n'as plus trop faim. Donc là, je trouve que ça apporte une légèreté et un côté frais qui est vraiment top. Donc non, j'aime beaucoup. Super. Ça, c'est une recette où personnellement, je la referai. Merci, génial. Eh ben, merci beaucoup, Élodie. À chaque fois qu'on vient, on passe toujours un bon moment en ta compagnie parce que tu as vraiment une cuisine qui est, je dirais, très créative. Tu vas utiliser plein de choses qu'on a parfois dans notre jardin ou à la maison et qu'on ne pense pas utiliser. Je pense aux pétales de rose, par exemple, aux feuilles de bourrage. On prend souvent la fleur, mais pas les feuilles. Et c'est vrai que c'est sympa dans ta cuisine parce qu'on découvre voilà, des choses et des associations qui sont intéressantes. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir, Valentine. Merci.